Bonjour et bienvenue dans le SOS Podcast. Cet été est un peu particulier puisque nous célébrons ensemble la première année du SOS Podcast. Pour marquer cet anniversaire, j'ai eu envie de vous faire vivre un été rempli de rencontres, de découvertes et d'inspiration. Tout au long de ces 2 mois, juillet et août 2026, retrouvez une nouvelle interview chaque semaine. Oui, vous avez bien entendu, chaque semaine. À travers cette série spéciale, je vous emmène à la rencontre de femmes créatrices, passionnées, audacieuses, talentueuses, réunies au sein d'un même collectif, Upcycling Connection, qui fait rayonner la création, mais surtout l'upcycling. Évidemment, messieurs, c'est un appel à la candidature. Chaque épisode vous permettra de découvrir un univers, une histoire, une vision, et peut-être même de faire de belles rencontres. Et ce n'est pas tout. Cette série nous conduira progressivement vers un événement unique et incontournable de la rentrée, la Fashion Week, la Upco Fashion Week, organisée à Montpellier par ce collectif où plusieurs de ses créatrices présenteront leur travail. Évidemment, on en parle un petit peu plus dans l'interview, aussi restez connectés. Toutes les informations par rapport à la programmation de cet événement est disponible en barre d'infos. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer par la rencontre du jour. Aujourd'hui, je souhaite te présenter une nouvelle créatrice, l'une des membres du collectif Upcycling Connection, Camille, une créatrice qui a transformé son atelier en véritable laboratoire de l'improbable. Bienvenue dans le Labo à Bidule. Le Labo à Bidule, c'est l'upcycling dans sa forme la plus expérimentale. Ici, on ne sait pas forcément ce que ça sera avant que ça le soit. Des matières récupérées, des bidules qu'on aurait jetés et une créatrice qui les assemble avec une curiosité et une inventivité sans limite. Un véritable laboratoire créatif au service de la seconde vie des objets. Camille sera présente lors de la prochaine Upco Fashion Week organisée à Montpellier par le collectif Upcycling Connection d'ici fin de l'été. Cet événement unique en France est là pour vous montrer et vous démontrer que la mode et le design durable est une révolution qui est en marche. Embarquons dans un voyage extraordinaire et très coloré avec Camille. Bonjour Camille. Bonjour Swad. Je suis ravie de t'accueillir dans le SOS Podcast. Moi aussi, je suis super contente d'être là. On va commencer avec les questions avec le premier bloc que j'ai appelé Histoire et origine. Et la première question est la suivante. Peux-tu nous raconter ton parcours et ce qui t'a emmené à l'upcycling en quelques mots? Alors, avec plaisir. Alors, mon parcours est atypique, on va le dire comme ça. Donc moi, je suis issue des études de graphisme. Donc, je suis devenue graphiste. J'ai travaillé dans ce domaine pendant plusieurs années. Et mon but était de vraiment explorer l'univers du graphisme qui est très vaste, très large. J'étais spécialisée dans tout ce qui était support papier, imprimable, donc les affiches, les flyers, les panneaux, etc. Et la création de logos, etc. Et j'ai voulu toucher à tous les domaines possibles. Donc j'ai travaillé dans l'univers du luxe, du vin, de l'immobilier, associatif, musical... oui, j'en oublie, mais voilà, dans plein de domaines différents, en imprimerie aussi, voilà, dans plein de domaines différents, parce que justement, il y a plein de facettes possibles sur le graphisme, et puis c'est tellement riche que j'avais envie de connaître un petit peu tous les codes pour tous les domaines. Donc voilà, j'ai fait ça pendant plusieurs années, jusqu'au moment où finalement le graphisme print, comme on l'appelle, sur les supports imprimables, ce métier a finalement un peu disparu, il s'est fait absorber par le graphisme web, chose vers laquelle je voulais pas forcément me rediriger. Donc en ayant plusieurs doubles casquettes au fur et à mesure du temps, j'ai finalement pris la décision, vu que la part de création disparaissait de plus en plus de mon métier, de changer du tout au tout. Et donc j'ai fait un grand virage et je me suis orientée vers la plongée sous-marine. Et donc, je suis devenue monitrice de plongée. Et ça a été une expérience enrichissante aussi. Alors, vraiment fondamentalement différente, mais moi, j'ai toujours un attrait particulier pour les belles choses et chercher la beauté naturelle aussi. Et donc, j'ai un attrait particulier à l'eau aussi, forcément. Donc, y voir la vie marine, le côté paisible de l'eau, voilà, c'était génial. Et ensuite, j'ai fait de la rénovation dans ma maison. On a eu une petite fille. Et puis j'ai changé complètement d'orientation parce que je pouvais plus partir
comme je partais avant. Je m'étais ancrée quelque part. J'avais envie de rester aussi là et d'être là pour ma fille, d'être là pour ma vie de famille. Donc j'ai préféré m'ancrer davantage, rester sur une profession qui me permettait de rester là et de revenir à la création, parce que ça a toujours fait partie de ma vie, même quand j'étais monitrice. Et donc, je me suis orientée vers l'upcycling. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a eu un angle en particulier qui t'a emmené vers le cycling? Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse, comment ça a commencé, un objet, une pensée? Moi, ça a toujours fait partie de ma vie. Ça a été sur du détournement d'objets. Quand j'étais petite, j'ai utilisé n'importe quel support pour en faire une toile. Fabriquer des cadeaux pour la fête des mères avec des piquets de tante parce que j'avais ça sous la main. Enfin, ça passait par plein de choses. Donc des constructions avec du bois, de cagettes, des choses. Donc ça a toujours fait partie de ma vie. La seconde main a fait partie de ma vie aussi, très vite. Les friperies, les échanges, le don entre copines, voilà, on se donnait tout. Enfin, tout ça, tout cet univers-là de la seconde main, de façon générale, a fait partie de ma vie. Et après, le transformer, le sublimer... Le détourner, ça aussi, c'était quelque chose qui s'est fait petit à petit, mais depuis mon plus jeune âge. Et après, j'ai utilisé des matériaux forcément qui nécessitaient peut-être des outils, qui nécessitaient plus de temps, de savoir-faire que quand j'étais petite. Mais j'ai toujours fabriqué avec tout ce que j'avais sous la main. Donc, c'est la continuité finalement. Donc, tu t'es enracinée du fait voilà, de la construction de ta belle famille et tu t'es dit, tiens, maintenant que j'ai laissé 2 vies professionnelles derrière moi, j'en ai une nouvelle à construire, autant réutiliser ce que je connais depuis très longtemps et ce qui m'accompagne pour ensuite le professionnaliser. Oui, bah c'est pourquoi pas faire de ce que je fais toujours, de ce que j'aime, un métier, sans savoir exactement... Mais là, j'en suis encore au début. Enfin, je veux dire, elle n'est pas très vieille, mon entreprise. Et donc, du coup, j'ai encore plein de choses à découvrir et à apprendre. Voilà. Hein. Donc, ça reste une autre vie encore professionnelle, mais qui finalement a beaucoup de sens par rapport au reste de mon parcours. Ok, ça marche. On va continuer avec la deuxième question. Tu en as déjà un petit peu parlé, mais je me demande voilà, si tu pourrais éventuellement en parler un petit peu plus. Est-ce que tu as toujours su que tu avais un profil atypique ou est-ce que il t'a fallu du temps en fait pour l'assumer? Le fait de vouloir changer plusieurs fois de métier, le fait de te dire bah, je vais recommencer, ce n'est pas grave, de te dire bah, c'est un champ des possibles pour moi. Est-ce que tu l'as toujours su, ça fait partie de toi, ou est-ce que petit à petit tu te dis ah oui, bah, je devrais peut-être m'exprimer autrement? Non, ça a toujours fait partie de moi et ça a toujours été une évidence. Je me suis toujours dit que dans la vie, le travail prend beaucoup de place. Et le travail est indispensable et c'est pas toujours fait avec beaucoup de bonheur. On en parle beaucoup dans voilà. le SOS Podcast. Voilà, et donc moi j'ai eu le profil de mes parents par exemple qui sont restés dans la même entreprise toute leur vie. Alors ils ont changé de poste, mais ils sont restés dans la même entreprise toute leur vie. Et même s'ils se sont épanouis sûrement sur plein d'aspects, moi j'envisageais pas de faire la même chose. Justement, je me suis toujours un peu dit, ouais, j'adore apprendre des choses. Et donc, j'avais toujours envie de me sortir de ma zone de confort. Et c'est presque à partir du moment où je suis confortable que j'ai choisi de changer. Finalement, ça a été pour moi la possibilité de me réinventer, de continuer à apprendre et de continuer de m'enrichir finalement par mon savoir. Et déménager, rencontrer de nouvelles personnes, me retrouver toujours... Je repars pas à zéro, je continue l'histoire, mais toujours à sortir de cette zone de confort, finalement, ça
toujours été très, très stimulant pour moi. Et là, aujourd'hui, je suis un tout petit peu dans une autre dynamique dans la mesure où je ne fais plus des déménagements à l'autre bout de la France ou à l'étranger pour travailler, pour découvrir autre chose. Pour l'instant, en tout cas. Mais là, pour l'instant, je marque une pause. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à apprendre des choses et à développer de nouveaux projets, comme je fais toujours, en fait. Oui, parce que en fait, c'est ce qui revient souvent dans les profils atypiques que je rencontre, que j'interviewe, c'est cette envie, cette ambition, et pourtant c'est hyper contre-intuitif de sortir de sa zone de confort. C'est ce que le cerveau n'aime absolument pas. Voilà, c'est notre cerveau reptilien est conditionné à ce que ce soit cadré, que ce soit connu et qu'on y reste. Et bizarrement, les profils atypiques, c'est tout l'inverse. Si c'est connu, c'est rébarbatif, on s'ennuie et ça ne va plus. Et on devient justement, je parle de ça parce que je suis aussi intimement touchée par cette partie-là où on se dit, non, essayons autre chose, parce que c'est possible. C'est même pas forcément que je me lasse, en fait, c'est juste que j'ai envie d'apprendre encore, de bousculer un petit peu pour que quelque chose change, qu'on continue à apprendre, quoi, tout simplement. Et voilà, de rester actif mentalement. Ouais, c'est ça. Parce que je trouve que ça enrichit, vraiment. Puis c'est un côté satisfaisant aussi. Ah oui, quand on engrange de nouvelles connaissances, on se dit, je sais autre chose. Oui, et puis c'est un combat de prendre ce temps-là, d'apprendre, parce que des fois c'est un peu long, hein. Il va se passer plusieurs années pour acquérir quelque chose. Je pense à la plongée par exemple, c'est très vaste, et il y a beaucoup de compétences qui sont sollicitées que j'avais pas avant, donc aussi bien théorique que pratique. Et de les avoir, d'avoir fait tout ce parcours-là, même si aujourd'hui la plongée ne fait plus partie de mon quotidien, ça reste quelque chose qui fait partie de moi. Et tu dois certainement réutiliser certaines compétences bien que sûr, tu as acquises, ça c'est une évidence. Ah oui. Mais tout sert, mais toutes les expériences, en fait, les bonnes comme les mauvaises. Donc en fait, on en tire forcément quelque chose et voilà, ça permet juste de rebondir et de pouvoir se dire, bon voilà... Il y a quelque chose qui m'a plu, il y a quelque chose qui m'a déplu, j'analyse un petit peu le pourquoi du comment, et puis après, on continue l'histoire, quoi. Exactement, rester agile. On pourrait faire voilà, sans problème, mais peut-être qu'on en reparlera. Je te proposerai quelque chose ensuite, ça peut être sympa, je pense. On va continuer avec ce deuxième bloc que j'ai appelé création et signature. La première question principale est la suivante. Qu'est-ce que l'upcycling représente pour toi aujourd'hui ? Ça me paraît être quelque chose d'urgent. C'est là, je trouve alors, je pense que toutes les générations peuvent le dire à leur échelle, mais on est en train de prendre un virage sévère vers une planète en très mauvaise santé. On épuise toutes nos ressources et puis on réfléchit pas forcément très bien à notre consommation. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se font de façon impulsive, les inégalités de richesse accompagnent tout ça, donc on est dans un monde un peu difficile, quand même une société un peu difficile, et je trouve qu'à notre échelle, on peut tous faire des choses pour déjà être plus heureux, et puis pour servir cette société. Et notamment, l'upcycling en fait partie, mais c'est plutôt une mentalité, j'ai envie de dire, que juste une démarche de consommation. C'est une façon de vivre, c'est une façon de penser, c'est dans la continuité de quelque chose, en fait. C'est quand on est sensible à... forcément aux catastrophes qu'il peut y avoir au milieu naturel, mais aussi toutes les pollutions de paquebots qui déchargent tous les textiles en mer qui finissent échoués sur les côtes. Voilà, c'est des images affolantes. Et pour autant, des fois, on a l'impression qu'il ne se passe rien derrière et qu'il y a juste des populations entières qui se retrouvent en difficulté. Alors qu'on se dit, mais en fait, tous ces textiles, par exemple, même si moi, je ne suis pas forcément beaucoup sur le textile, j'en reparlerai après, mais je suis plutôt sur des objets. Mais le textile, il y a beaucoup de gens qui travaillent dedans. Il y a plein de gens qui mettent plein de choses en place pour justement trouver des solutions. Et il y en a. Et il y en a plein, en fait. Il y a plein... Le champ des possibles est inimaginable. Et voilà, moi, je travaille avec des objets parce que ça se fait, mais ça se fait peut-être un peu moins. Et je suis plus à l'aise avec ces matériaux-là.
je sais pas coudre. Donc ça limite déjà pour moi le textile, mais je trouve ça fascinant de pouvoir se dire on peut faire tout ce qu'on peut faire, quoi. C'est incroyable. On peut réparer de plein de manières possibles. Et si on peut plus réparer, on peut le détourner. Et il n'y a pas besoin de recréer quelque chose avec déjà des conditions de travail qui ne sont pas possibles, et même avec tous les impacts que ça va avoir futur, on va juste mettre un voile dessus, on va pas les voir, quoi. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que tu transposes cette personnalité d'exploratrice avec cette façon de réutiliser un objet et d'explorer la manière dont tu as de le réutiliser, de l'upcycler. Je trouve ça intéressant. C'est comme si c'était une sorte de continuité de ta personne. Je trouve ça intéressant. Tout à fait, parce qu'en fait, quand je crée quelque chose, je sais pas du tout où je vais. Je sais pas du tout où je vais, j'essaye, et puis c'est au fil de l'eau que ça va se faire. Donc des fois j'ai une idée en tête, mais je fais généralement pas ce que j'avais en tête. Je vais faire autre chose, et puis ça va me donner encore une autre idée, et ainsi de suite. Donc c'est un petit peu, oui, de l'exploration. Une continuité de toi, enfin, l'esprit agile et adaptable est aussi valable dans la création qui au départ se montre agile et adaptable au fur et à mesure de la création. Je trouve ça vraiment intéressant. Et justement, on va continuer avec la deuxième question. Comment est-ce que tu décrirais ton univers créatif ? Alors, mon univers créatif, au sens purement esthétique, je vais le décrire plutôt sur la notion de voyage. Alors, je ne sais pas comment je pourrais le décrire autrement, mais pour moi, il fait partie de mon identité parce qu'il est marqué par ce que j'ai pu voir au cours de mes voyages, mais aussi ce que j'ai appris, ce que j'ai vu par le biais de mes études de graphisme. Forcément, j'ai fait de l'histoire de l'art, donc j'ai vu pas mal de choses aussi. Mais je trouve que c'est plutôt le voyage. Moi, j'ai beaucoup voyagé en Afrique, par exemple, et j'ai voyagé aussi en Australie. C'est un voyage qui m'a marqué. Donc, en fait, ça se voit dans ce que je fais. Mon esthétisme est très issu de ces arts-là. Et après, par rapport simplement au côté pratique ou au côté un petit peu détourné de l'objet, là c'est un petit peu l'imaginaire, quoi. Voilà, me dire que avec n'importe quel objet on peut faire n'importe quoi. Est-ce que tu peux décrire un de tes objets et emmener justement dans l'imaginaire ceux qui nous écoutent ? Oui, donc je pense à 2-3 objets là comme ça qui sont du détournement, pardon. Et donc je pense à un porte-manteau. Donc ça, c'est une idée qui est venue d'un ami en fait qui m'avait fait cette demande en me disant moi j'ai besoin de ça pour mon entrée. Je sais pas à quoi ça ressemblerait, je sais pas quelle couleur. Il savait rien, juste il avait besoin d'un porte-manteau. Et voilà, ça c'était la demande initiale. Et puis après, moi, forcément, avec ma touche, je réfléchissais à comment faire un porte-manteau sympa, quoi. Et donc... sur-pied, accroché. Il est sur pied, et donc c'est un buste de couturier que j'ai enduit de plâtre, qui a eu un enduit de finition derrière. Il y a des tiges qui sont plantées, on va dire, dedans, à différents niveaux, pour les adultes, pour les enfants, pour les chapeaux. Il y a elle est montée sur pied, et puis ensuite, sur la base, ce sont des pièces de chaudronnerie, avec une chute de mon plan de travail de cuisine. Et après, tout ça a été peint. Il y a une partie qui a été de tissu, parce que le mannequin est habillé, mais habillé un peu comme une seconde peau, en fait. C'est un peu comme du body painting, finalement. Et voilà. Et je pense aussi à un autre objet, c'est une lampe que j'ai faite avec un clairon duquel va sortir une ampoule. Et puis ce clairon est fixé sur... alors c'est une ancienne coupe de fruits, tout ajourée en métal, les anciennes coupes de fruits qu'on pouvait avoir chez nos grands-parents, là. Donc, du fil très fin, et puis retourné. Qui est posé sur un socle, c'était un ancien socle qui servait pour un plateau apéritif rotatif, là.
Et à l'intérieur, ça fait comme une petite cage finalement. Et à l'intérieur, j'y ai fabriqué des petits oiseaux. Donc il y a ces petits oiseaux qui ne chantent pas, mais le clairon chante pour eux. Oui. Voilà, c'est Alors ça. justement, pour ceux qui ne savent pas, le clairon c'est C'est un instrument. Voilà, exactement. Mais c'est intéressant. Du coup, finalement, dans les deux, on peut retrouver de la couleur. C'est ce que tu disais. Toujours. Ouais, de la couleur. Et ce côté voyage, ce côté créatif, tu le transmets par ces petits oiseaux, par le fait d'avoir, parce que je trouve ça trop. Enfin, c'est-à-dire que l'intention de l'artiste derrière le fait que ce soit un objet décoratif, certes, il y a alors j'ai aussi fait de l'histoire de l'art, c'est pour ça que peut-être que j'extrapole un peu ta pensée, mais finalement les oiseaux ne chantent pas, mais le clairon chante pour eux. Ça peut être littéralement le titre, tu vois, de ton œuvre, clairement. Je trouve ça assez... Enfin, ça crée une jonction entre ce que tu as dû voir en voyage et ce que ton esprit a envie de reproduire. Enfin, je sais pas si tu as une photo de ce... Si, bah, il est disponible sur Instagram. Je pourrais l'envoyer sans problème. Voilà. Bon, après, c'est ça, c'est s'amuser avec le détournement. Il y a tellement de possibilités, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Des fois, l'idée vient pas tout de suite. Moi, il y a des objets, je me dis, ah, ça peut être intéressant. Je sais pas pourquoi pour l'instant, mais bon, je le garde. Et puis le jour où je me dis, bon, bah là, j'ai besoin de... Je voulais faire des éventails, par exemple, et puis j'avais besoin de baguettes. Mais voilà, vu que moi, j'en avais pas chez moi pour faire la structure, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que j'ai chez moi pour faire ça? Et puis bah, finalement, j'ai trouvé un vieux maître d'artisan que j'avais dans ma cave. Et donc, je l'ai désossé, je l'ai remonté, et puis j'en ai fait un éventail. Et après est sortie toute une collection d'éventails de ce type, avec des maîtres en bois, des maîtres en métal, des maîtres en tout genre, en fait. Bah, ça me donne envie de poser cette question qui fait partie de ce bloc-là, c'est qu'est-ce que les gens ne voient pas derrière une pièce finie? C'est tout ce travail d'introspection, de recherche, d'enquête. Ça, c'est sûr. Ça, ils peuvent pas forcément le voir, et puis je leur en veux pas, parce que c'est... Oui, il y a des fois des choses assez simples qui demandent beaucoup de réflexion, et des choses très compliquées qui vont demander beaucoup d'essais différents, de se rater des fois pour réussir à faire quelque chose qui fonctionne. Voilà, donc tout ce travail-là n'est pas visible, c'est certain. Donc d'être dans un travail continu, une fois de plus, on revient à ce qu'on disait un peu plus tôt. On va passer tranquillement mais sûrement vers le troisième bloc que j'ai appelé Impact et message. Tu en as un peu parlé, mais je pense qu'on pourrait aller un peu plus loin dans la réponse que tu pourrais nous faire. La première question, qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent vraiment en découvrant ton travail? Un peu d'humour et de fantaisie. Enfin, ça fait partie de ma vie aussi. Et justement, le fait d'être interpellé par quelque chose, par ce côté un peu surprenant, voilà. Et ben voilà, c'est quelque chose qui pour moi a beaucoup de sens, parce que les gens vont être marqués par cette idée-là, en se disant ah bah tiens, j'avais pas vu, parce que généralement c'est ça, ils le voient pas au premier abord, et c'est après, en prenant le temps de regarder ou en discutant, ah mais oui tiens, ce sont des maîtres d'artisans, voilà. Et puis il y a plein de choses comme ça, il y a plein d'idées qui sont pas visibles tout de suite, parce qu'on a l'impression que ce sont des objets en fait qu'on aurait fabriqués de toutes pièces, alors qu'en fait non, c'est de la réutilisation. Et voilà, et puis ça peut prendre plein de formes en fait. Donc voilà, ce côté un peu fantaisiste, l'humour qui va avec, un peu poétique parfois. Oui, et puis aussi d'aller au-delà de la première approche, d'aller... il y a cette couche, c'est comme si on prenait l'exemple d'un iceberg, il y a ce que l'on voit au départ, et ensuite toute cette recherche. Est-ce que tu encourages ou est-ce que tu laisses, j'imagine que oui, mais je pose quand même la question qui ne fait pas partie des questions qu'on avait vues ensemble, tu m'excuses, mais est-ce que tu laisses éventuellement celles et ceux qui approchent du coup ta boutique à cette possibilité de te questionner, tiens, d'où ça vient, ou est-ce que spontanément tu leur expliques qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe le rapport créateur, artiste avec ton public?
Eh bien, ça dépend. Ça dépend des gens. Parce que y en a qui vont être touchés par la démarche même de l'upcycling. Ils vont être sensibles à ça et donc ça leur parle beaucoup. Et donc là, ils ont plein de questions. Parce que justement, ils veulent savoir d'où vient l'idée, comment ça a été fait, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette lignée-là. Voilà. Donc là, ce sont des gens qui sont curieux de l'upcycling même. Après, il y a aussi beaucoup de visiteurs qui trouvent le côté esthétique ou en pratique, parce que des fois, moi je fais beaucoup d'objets utilitaires aussi, ça a très souvent un but dans l'utilisation, il y a très peu d'objets qui sont simplement de la décoration. Et donc, voilà, les gens vont être intéressés par l'esthétisme plus que par l'originalité, on va dire. Je sais pas trop comment le définir, mais le côté un peu plus loufoque. Ils vont être plus attirés par l'esthétisme. Et donc voilà, donc on en parle aussi parce que ça fait partie... j'en parlais tout à l'heure. Il y a deux volets. Il y a l'esthétique liée au voyage et toutes mes influences au niveau de ma culture artistique. Et puis après, il y a le volet plus pratique, bricolage, détournement. Donc chacun a ses questions, c'est pas les mêmes. Ouais, et ça reste une continuité de toi, je trouve. Eh oui. On va passer à la deuxième question de ce bloc, parce que clairement ça a, je pense, tout son intérêt avec ce que tu viens de nous partager. Si tu pouvais donner un conseil, une réflexion, une idée à quelqu'un qui hésite à suivre en fait sa passion ou à changer de trajectoire, qu'est-ce que tu lui dirais? Ton retour d'expérience, de tes expériences. Alors moi, je dirais de ne pas hésiter trop longtemps, parce que plus on attend, moins on ose le faire. Donc il faut y aller aussi avec le cœur. Bien sûr, il faut penser avant, ça se prépare, c'est pas quelque chose qui s'improvise complètement, parce que, je sais pas, on est peut-être ancré dans une situation financière qui nécessite qu'on rembourse des crédits, qu'on fasse... voilà, on a un train de vie à assurer. Donc voilà, ça se prépare. Mais par contre, il faut quand même, pour moi, suivre son cœur et ses envies, parce que bah, je pense qu'une vie, on n'en a qu'une, il faut en profiter. Quand on a envie de faire quelque chose et qu'on a l'opportunité de le faire, bah, pas avoir trop peur d'y aller, même si ça fait toujours peur. Mais c'est pas forcément de la mauvaise peur. C'est une peur qui est aussi pleine de surprises, quoi. C'est des choses qui sont positives. Donc, ça va nécessiter un peu de travail, ça va nécessiter un peu de passion, ça va nécessiter plein de choses, mais c'est toujours enrichissant. Et qu'est-ce que, pour toi, serait la première étape dans ce questionnement qui ne doit pas être trop long? L'une des premières étapes assez accessible et facile. De savoir est-ce que c'est possible. Juste. Juste savoir est-ce que c'est possible. Et s'il y a besoin d'une formation, quelle va être la formation? Est-ce que je suis en capacité de la faire? Parce que s'il y a une seule formation qui se fait à 10 000 km de chez nous, bon, bah, ça sera peut-être plus compliqué. Voilà. Donc, est-ce que c'est possible de le faire? Et puis après, dans quel délai? Et voilà. Et c'est tout. C'est tout. En fait, dans la réflexion, ça va être sur la faisabilité de cette reconversion. Et puis bah forcément, comment assurer le reste de la vie, parce que la vie continue, donc les charges continuent et compagnie. Donc il faut assurer le reste de la vie. Et des fois, il faut aussi passer par des étapes où on va avoir deux activités. Et c'est pas un problème. Il faut être prêt à le faire, quoi. C'est tout, ça se prépare. C'est tout. Tu évoques l'un des points essentiels que j'ai évoqué dans la saison 5 du SOS Podcast, qui a été consacré exclusivement à la reconversion professionnelle. Et je parlais justement de l'importance d'étudier la faisabilité d'une idée avant quoi que ce soit. Donc je suis contente de savoir qu'on se retrouve là-dessus. On va donc continuer avec la dernière question de ce bloc 3, qui est la suivante. Comment souhaites-tu que ton travail inspire d'autres créateurs ou le public ? Moi, j'ai envie qu'ils puissent se dire que c'est possible de faire des choses avec nos mains et de se dire bah, moi aussi je vais y arriver. C'est pas hors de portée. Donc, je pense par exemple à des éventails. Les éventails, c'est un objet que les gens regardent beaucoup parmi mes produits. Donc, c'est ceux avec les maîtres d'artisans. Et j'ai beaucoup de gens qui viennent me dire « Ah, mais moi j'en ai plein des maîtres chez moi, moi aussi je peux faire ça ». Et
Et je dis, bah super, bah vas-y, fais-le, parce que c'est super en fait. C'est que toi, tu as envie de le faire. Je me dis, ok, bah mon idée, elle est intéressante parce qu'elle te plaît et que en plus, tu as envie de la réaliser. Donc, lance-toi comme tu peux dans de l'upcycling. Et si ça commence par faire quelque chose que tu as vu quelque part, bah très bien, vas-y, et puis ça sera le début de peut-être une longue histoire. Donc voilà, ça peut être inspirant comme ça. Oui, en fait, tu laisses quiconque la possibilité de s'inspirer de toi, finalement. Ou en tout cas de tes idées, de ce que tu as imaginé. Tu es dans le partage, là aussi, de tes inspirations. Je trouve ça intéressant parce que c'est... Alors, c'est pas que ça ne se retrouve pas dans l'upcycling ou dans l'art en règle générale, mais c'est vrai qu'on peut avoir tendance à repérer, pas une forme de rétention d'informations, mais voilà, c'est mon idée, c'est mon art, c'est moi qui... Et pour autant, tu nous prouves l'inverse, que tu es au contraire volontiers à partager les idées, parce que ça ne sera de toute façon pas de ta création, mais c'est une façon de propager l'upcycling finalement. Oui, c'est ça. Et puis, de façon plus générale, tous les artistes s'inspirent de tous les artistes. Donc, si on fait trop de rétention à protéger quelque chose, finalement, elle devient plus accessible. Et donc, bon, bah, je me qualifierais pas d'artiste, je me qualifie plutôt d'artisane, mais au final, je fais aussi des choses artistiques. Et c'est pas ma propriété. Moi, pour faire ça, je me suis inspirée d'autres choses, forcément. Donc, ça passe par des choses que j'ai vues, des artistes que j'ai vus. Je peux pas en faire tout l'historique, mais il y a forcément des choses. Et donc, bah, c'est la continuité. Si moi, ça inspire quelqu'un, allons-y. Allons-y, exactement. On va passer au quatrième bloc, puisque cette interview voilà, sera lancée au moment de la Fashion Week. Il n'y a qu'une seule question que je vais te poser dans ce bloc-là. À ton avis, est-ce que la mode, le design, un objet du quotidien, peut encore uniquement être esthétique ? Oui, il peut y avoir des choses esthétiques, purement esthétiques. Mais elles n'auront pas que pour but d'être esthétiques. Elles auront forcément un but d'être inspirantes, de nous permettre de nous évader émotionnellement, de ressentir quelque chose. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui se fait dans un but purement esthétique et sans émotion. Donc, s'il y a des choses qui sont vraiment que visuelles et qui n'ont pas de but utilitaire, je crois que c'est ça, leur but, c'est d'inspirer et de permettre de ressentir. C'est pour moi les tableaux qu'on va voir au musée, ils n'ont pas un but utilitaire. Par contre, ils font partie de notre culture, de notre patrimoine et de notre imaginaire. Donc, ils ont un but. Mais D'autres pourraient y voir un tableau pour décorer un mur blanc, tu vois. Mais de ton côté... Mais ils y seraient sensibles forcément, ils auraient choisi celui-ci plutôt qu'un autre. Donc c'est qu'il y a forcément quelque chose qui les attire dans celui-ci. Et c'est la raison pour laquelle ils ont choisi de le mettre chez eux. C'est parce qu'il y a quelque chose. Ils ressentent quelque chose par rapport à ça. Après, moi, je suis assez quand même pour faire des choses utiles, des choses utilitaires, pratiques. Donc des fois, c'est pas une très grande utilité, mais ça a une utilité quand même. Ça répond à un besoin. Donc je suis pour faire quand même des choses plutôt utilitaires plutôt que de faire de la décoration pure. Mais je trouve intéressant de se poser la question de faire des choses esthétiques quand on fait quelque chose d'utilitaire. Intéressant. On va se laisser pratiquement, on est arrivé à la fin de cette interview. J'ai envie de te poser des questions flash. Je pense t'en poser 5 à peu près. Voilà, l'idée c'est que tu ne réfléchis pas trop. Évidemment, si tu as besoin, n'hésite pas. Mais ce qui te vient en tête rapidement, de nous le partager. Alors, la première question flash que j'ai envie de te poser, est-ce que tu commences plutôt par une idée ou par un objet au départ ? Très souvent par un objet. Par un objet, ok. Tu es plutôt café ou thé quand tu crées ? Ni l'un ni l'autre. De l'eau. De l'eau, ça marche. Une anecdote drôle ou surprenante autour d'une de tes créations ? Non, j'ai pas d'idée. C'est rien qui me vient là. C'est que ça va arriver. Ouais. Dans ton futur, ok. Une création qui t'a fait dire plus jamais ça ?
Ouais, bah, ça m'arrive régulièrement en fait ça, mais c'est normal, ça fait partie des essais quoi. Enfin, il y a des choses, des fois on pense à quelque chose, on se dit: «Ça va marcher du feu de Dieu» et en fait pas du tout. Heu, c'est pour l'instant, il me manque la soudure, donc il y a plein de choses, des fois j'essaye de faire, autrement que de la soudure, où il faudrait savoir souder même à l'arc plutôt que juste de la simple soudure. Et j'ai pas la compétence, donc j'essaie de trouver d'autres biais, mais voilà, je me casse le nez, donc je cherche d'autres solutions derrière. Et enfin, la dernière question, je suis en train de la choisir. Allez, on va aller pour celui-là parce que je pense que ça peut être intéressant. Le mot qui te définit le mieux en ce moment. Sur tous les fronts. Ok, mais ça c'est le quotidien d'une femme. Mais j'ai pas toujours été comme ça. Enfin, je me suis pas toujours sentie sur tous les fronts. C'est généralement, même si je fais plein de choses, ça me paraît assez linéaire. Voilà. Mais là, j'ai l'impression de donner beaucoup d'énergie dans plein de choses différentes, beaucoup. Et bon, bah, c'est une période. Ça va s'atténuer à un moment donné, mais là, c'est un peu ça. Merci pour cette interview. Avant qu'on se laisse, je vais te donner l'opportunité de partager où est-ce qu'on peut te retrouver, tes réseaux sociaux, ton site, etc. Voilà, dis-nous-en un petit peu plus. Oui, alors moi je suis sur Instagram, sur Facebook. Ma structure s'appelle Labo à Bidule, Bidule avec un S. Voilà, je suis, j'espère bientôt en boutique à Saint-Guilhem-le-Désert. Voilà, ça devrait se faire incessamment sous peu. Et puis après, sinon je suis présente sur des marchés, donc n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux pour savoir ce qui se passe et où est-ce qu'on peut se retrouver. Ok, donc essentiellement sur Montpellier, en tout cas dans le département où tu... Plutôt sur la zone pour l'instant. Après, ça m'arrive des fois de faire des événements un peu plus loin, mais je suis plutôt sur la zone parce que j'ai encore une petite fille. Oui, bien petite sûr. et que voilà, je pars pas trop loin. Ça marche. Est-ce que tu fais des expéditions ou pas de tes produits? Alors, il y a certaines choses que je peux expédier, mais il y a aussi d'autres choses que je ne peux pas pour des questions de... J'ai un peu peur de l'état dans lequel ça va arriver. Il y a des objets qui sont fragiles, et vu que ce sont que des pièces uniques, eh bien, je ne peux pas les reproduire. Donc, s'il venait à arriver quelque chose sur un objet pendant le transport, je ne pourrais pas le reproduire. Donc, les colis, je ne les maîtrise pas, voilà. Et il y en a d'autres qui sont trop lourds, trop volumineux. Donc ça c'est pareil, c'est un peu compliqué. Donc ça peut s'envisager plutôt sur de la livraison en personne ou venir le chercher. Ou encore avoir un coursier, si on le peut, ça c'est encore autre chose. En tout cas, voilà, moi ce que j'entends c'est déplacez-vous à Montpellier si vous êtes en vacances par ici. Ouais. N'hésitez pas à rendre visite à Camille. Merci Camille pour cette Merci à toi. Bel échange et puis je te dis à très vite. À très bientôt, merci. Merci d'avoir partagé avec nous ce beau moment. Si cette rencontre vous a plu, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle créatrice et un nouvel univers. Cette série spéciale estivale est l'occasion de célébrer ensemble la première année du SOAS Podcast, tout en mettant en lumière des parcours inspirants et des talents à découvrir. Et n'oubliez pas, toutes ces rencontres nous rapprochent de la Hubco Fashion Week qui aura lieu très prochainement à Montpellier d'ici la fin de l'été. Évidemment, toutes les informations se trouvent en barre d'infos. Avant de nous quitter, n'oubliez surtout pas de liker cette vidéo, d'activer les notifications, également de vous abonner si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes en revanche sur les plateformes d'écoute, à laisser au podcast une évaluation 5 étoiles, ça aide énormément mon travail. N'hésitez pas à commenter, je suis toujours autant ravie de vous lire et d'avoir vos retours par rapport aux épisodes et aux interviews que je propose. D'ici là, prenez soin de vous, restez curieux et à très bientôt pour un nouvel épisode du SOAS Podcast.